donc Dr Djibril Diallo Falémé, écrivain, ancien proviseur du lycée de Ouakam. Je donne actuellement des cours au département de lettres modernes en littérature négro-africaine et au département de lettres classiques pour ce qui concerne les exercices littéraires. Et le livre que nous avons aujourd'hui à présenter, le romancier négro-africain francophone et la question des indépendances entre 1970 et 2000, c'est le fruit de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2014 à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Pourquoi ce livre? Quand je faisais mes études littéraires, à un moment donné, j'étais arrivé à comprendre que le combat de l'écrivain africain n'était pas suffisamment connu des peuples africains. Or, quand j'entends les hommes politiques dire « je suis le père de la nation, je suis ceci, je suis cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela pour la nation », c'est vrai, ils sont en train de faire des choses, mais avant eux, il y a deux hommes importants qui ont porté le combat des peuples africains. C'est l'écrivain africain, à travers toutes les théories de la négritude des années 1930, etc., et l'ancien combattant. Je ne dis pas le tirailleur, parce que moi je refuse de les appeler tirailleurs, parce que ça c'est un terme qui se moque d'eux. Tirailleur signifie qu'il tire dans tout, excepté dans ce qu'on lui demande de tirer. Donc c'est des anciens combattants qui, au moment où le Français faisait le petit Dieu chez nous, est allé à la Première Guerre mondiale et a compris que cet homme qui se fait prendre pour un dieu en Afrique n'est pas un dieu. Il pleure, il tombe malade, on le tue, il fuit les combats. Donc un dieu ne faisant pas tout cela, il ne peut pas être un dieu. Et de retour dans son pays, l'ancien combattant a participé à la conscientisation de son peuple. L'écrivain a pris la relève à partir des années 20. Batouala de René Maram. Et jusqu'au moment, et jusqu'en l'an 2000, l'écrivain a continué le combat pour son peuple. Mais quand on parle de la littérature négro-africaine, on croit que le combat de l'écrivain s'est arrêté en 1960, quand les pays ont été à l'indépendance. Bon, c'est vrai qu'à partir de 1960, il y a eu un relâchement dû à plusieurs facteurs que les gens appellent le silence de l'écrivain. Parce qu'à partir de 1960, les écrivains sont devenus des hommes politiques. Ils sont devenus présidents des pays qu'ils ont conduits à l'indépendance. Ils sont devenus députés, ils sont devenus ministres. Ces lourdes charges de l'État ne pouvaient pas toujours aller avec l'écriture, qui est une activité éminemment de solitude. Donc la littérature est tombée. Mais à partir de 1968, le roman a pris la relève du combat à travers les soleils des indépendances de l'écrivain Amadou Kourouma. C'est que l'écrivain voulait aussi se donner les moyens d'observer le frère qui est venu au pouvoir. Comment il gère le pays? Est-ce qu'il doit être d'accord avec lui? Est-ce qu'il ne doit pas être d'accord avec lui? Et à partir de 1968, l'écrivain a compris que cet homme qui est au pouvoir, en fait, c'est le Toubab qui est allé se noircir pour revenir au pouvoir. Comme dit un des personnages de Toile d'araignée, le livre publié en 1984 par le Malien Ibrahim Ali. Et l'écrivain a commencé à tirer sur l'homme politique. Parce qu'à la place du colonisateur français, on a vu souvent pire. D'abord, tous les pays africains, quand vous prenez les 15 colonies françaises en Afrique noire, toutes ces 15 colonies sont allées à l'indépendance avec le multipartisme. Pas une exception. Mais quand l'homme qui a gagné les élections a pris le pouvoir, la première chose qu'il a eu à faire, c'est de détruire l'opposition et de transformer son parti en parti-État. Et à partir de ce moment, ce parti unique est devenu inique par l'oppression que ce parti impose aux peuples africains. Donc à partir de 1968, l'écrivain, le romancier, parce que je parle du romancier, le romancier qui est devenu le genre le plus dynamique de la production littéraire africaine, de l'Afrique noire francophone, le romancier a commencé à prendre ses distances vis-à-vis de l'écrivain et à dénoncer, à se battre pour la démocratisation de la société. C'est pourquoi moi je suis écœuré souvent quand j'entends des intellectuels africains dire que la démocratisation de l'Afrique a commencé avec le discours de la Baule. Je suis désolé.
chaque fois qu'il y a de bonnes choses, on dit que c'est les Français qui nous ont amené ça. C'est faux, excusez-moi l'expression, je m'inscris en faux. La bataille pour la démocratie des années 90 en Afrique a été l'œuvre de nos artistes, de nos écrivains, de notre jeunesse. Rappelez-vous, la révolte de l'université de Dakar en 1968. Le discours de la boule n'était pas encore là. Vous voyez, les écrivains se sont battus. Et j'ai pris donc 8 écrivains dont j'ai analysé généralement les œuvres. Une œuvre romanesque par écrivain. J'ai pris 4 en Afrique centrale. Soni Laboutansi du Congo-Brazzaville, qui était un ami personnel, paix à son âme, il est décédé en 1995. J'ai pris du Congo-Brazzaville, j'ai pris au Congo démocratique Moudimbe, un grand écrivain. J'ai pris en République centrafricaine Gabriel Danzi, qui est un professeur d'université, mais un critique du pouvoir en place. Et j'ai pris au Cameroun un autre professeur d'université, Bernard Nanga, qui est décédé très jeune aussi, et qui est l'auteur de Les chauves-souris. En fait, Bernard Nanga nous considère, nous, intellectuels africains, comme des chauves-souris. La chauve-souris n'est ni animal ni oiseau. Vous voyez? Et donc, nous qui avons été à l'école française, à l'école occidentale, et qui sommes aujourd'hui en train de servir nos pays africains, nous sommes des chauves-souris. Nous ne sommes plus totalement africains, nous ne devenons pas toubab. Et nous essayons de gérer nos pays avec ce mélange, n'est-ce pas, détonateur, n'est-ce pas, qui peut même fracasser tous nos peuples. En Afrique de l'Ouest, j'ai pris 4 romanciers aussi. L'Ivoirien Amadou Kourma, parce qu'on ne peut pas ne pas le prendre. Mais cette fois-ci, dans un autre de ses romans, un chef-d'œuvre aussi, En attendant le vote des bêtes sauvages, où Kourma se transforme en dénonciateur de la dictature sur toute l'étendue de l'Afrique noire. Du Togo à la Guinée, en passant par la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, le Zaïre, tous ces pays étaient sous la dictature. Et en plus de Amadou Kourma, j'ai pris le Malien Moussa Konaté, qu'on ne connaît pas très souvent, qui a écrit le prix de l'âme. C'est-à-dire, les pouvoirs africains au Mali est en train de gérer le pays en lui faisant payer chaque jour le prix de l'âme. Le prix de l'âme en Bambara, c'est le Nisongo, c'est l'impôt que la colonisation demandait au peuple malien de payer. Donc de la colonisation à l'indépendance, rien n'a changé au Mali. Et si vous regardez mon regard, vous comprenez aujourd'hui quelle difficulté traverse ce pays frère du Sénégal. C'est le pays frère du Sénégal parce que moi je dis que le Mali est la partie orientale du Sénégal, le Sénégal est la partie occidentale du Mali. Et puisque j'appartiens à ces deux peuples-là, c'est pourquoi je prends le pseudonyme de Falémé, qui est le fleuve qui forme la frontière entre ces deux pays. En Afrique de l'Ouest, troisième écrivain, j'ai pris Alioune Fantouré, qui a été un dénonciateur du régime dictatorial de Conakry, avec dans son roman publié en 1973, Le Cercle des Tropiques. Et enfin, comme quatrième écrivain de l'Afrique de l'Ouest, j'ai pris notre sœur, Madame Aminata Sofal, dont le roman L'expert de la nation est une écriture vraiment sublimée. Et tous ces romanciers se réfèrent à l'histoire réelle de leur pays, qui ont été des espaces de violence. Le Sénégal, qui a été le pays le plus pacifié, n'a pas été un exemple de pacification totale. Donc voilà ce que j'ai voulu faire. Et à la fin de ma thèse, j'ai montré que le romancier africain, francophone d'Afrique noire, continue d'être un défenseur de son peuple. Et il est bon que la jeunesse africaine continue de s'intéresser à ces œuvres-là. Excusez-moi. Ça va? Donc, mon dessein était d'amener la jeunesse à comprendre que l'écrivain le romancier francophone d'Afrique noire, qui a été le genre le plus dynamique sous les indépendances, a continué son combat pour son peuple et aujourd'hui encore il continue de le faire. Et pour terminer, je dirais que je m'inscris en faux par rapport aux gens qui disent que la littérature ne doit pas être politique. C'est faux. La littérature doit être éminemment politique. Et la littérature de langue française a été éminemment politique. Pour une raison très simple, le pain que nous mangeons, s'il n'est pas apolitique,
rien ne peut se dire apolitique et le demeurer. Le pain que je mange au Sénégal, il y a la TVA, 18% sur la farine. C'est la politique commerciale du peuple sénégalais, de l'État sénégalais. Donc, comment peut-on être dans une société et se dire apolitique? Et quand vous parcourez l'histoire de la littérature, dans le classicisme, au XVIIe siècle, la littérature était politique. L'écrivain, dans le théâtre par exemple, il y avait la tragédie, il y avait la comédie. La tragédie se donnait pour mission de mettre en scène un homme aux prises avec un destin malheureux pour créer dans le cœur du Français, n'est-ce pas, le sentiment de la patrie. Ça, c'est pas de la politique, ça. La comédie avait pour mission de flageller les comportements, n'est-ce pas, certains comportements, les défauts à l'intérieur de la société que les hommes avaient pour que l'homme s'améliore. Ça, c'est pas de la politique. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise des choses que nous ne comprenons pas. Moi, je suis écrivain africain du Sénégal, je me définis comme tel. Je refuse les frontières héritées de la colonisation. Je me définis comme écrivain africain du Sénégal et je me dis éminemment écrivain politique. S'il n'y avait pas ça, je n'allais pas prendre la plume pour perdre mon temps à faire des livres dans la solitude. Je vous remercie.